Recording is on. Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Lipasco. Et aujourd'hui, on va un petit peu se poser sur un document que j'ai trouvé il y a quelques jours et dont je vous ai partagé l'introduction sur les groupes. Alors, le groupe de certifiés et diplômés Silva et le nouveau groupe que j'ai créé pour les personnes qui ne connaissent pas encore la méthode, qui ont des questions, qui veulent juste échanger, partager, s'interroger sur la méthode. Et c'est un document qui reprend en fait des études qui ont été la plupart du temps proposées par la méthode Silva, en gros le groupe qui est à Loredo, et pour voir si ça fonctionne. Alors ça, c'est un des points que j'aime moi dans le système, parce qu'on sent qu'il y a une vraie volonté de s'interroger à savoir si ce qui est proposé est juste ou pas, et pas simplement rester dans justement l'univers subjectif qu'on pourrait avoir par rapport à la méthode. C'est-à-dire que c'est assez facile quand on fait des méthodes de développement personnel, de travail sur soi, de se dire, moi, ça m'a fait du bien, donc je crée une généralisation. Et je me dis, vu que ça m'a fait du bien, ça fera du bien à d'autres personnes. Si j'étais mal par rapport à quelque chose et que je vais mieux grâce à un système, souvent je vais dire, ce système est génial, donc ça fonctionnera sur tout le monde. Et c'est parfois des généralisations qu'on a tendance à faire. Et dès lors, on sait que c'est totalement non scientifique, que ça peut être un épiphénomène, que ça peut être un coup de chance. Il peut se passer plein de choses. En fait, on peut dire à quelqu'un, tu prends telle fleur, je dis n'importe quoi, tu vas mieux toi avec cette fleur-là et 90 personnes autour de toi ne vont pas mieux. Et pour autant, toi, tu vas dire, mais si, ça marche parce que pour moi, ça m'a fait du bien. Et c'est ça qui est, je trouvais, honnête dans la recherche de la méthode Silva, c'est de se dire, peut-être que c'est juste ou peut-être que ça ne l'est pas, mais en tout cas, on va étudier pour voir ce que ça donne. Et vous allez voir que beaucoup des études datent maintenant, il y a quand même quelques décennies, mais à ce côté chouette de pouvoir nous donner une réflexion, ou en tout cas une orientation de réflexion de la méthode Silva. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que tu vois que depuis 2000, je n'ai pas trouvé quelque chose de nouveau, entre guillemets. Tu sens qu'à la mort de José, il y a eu certainement moins d'expérience. Tu as cette impression-là qu'il y a eu moins d'expérience depuis la mort de José, ou qu'il y en a même peut-être plus du tout, qu'il n'y a plus de tentatives de prouver ou de voir ou de faire de nouvelles statistiques? Même avant qu'il était mort, il y avait beaucoup moins, parce qu'on citait toujours les expériences faites dans les années 70-80, mais je crois que c'est aussi parce que dans le monde scientifique, on devient beaucoup plus rigoureux. Et si on va faire une expérience, il faut un patron qui va vous payer les frais, etc., etc. Donc, c'est pas aussi facile. Et justement, à l'époque, comme dans cet article, on montre, il y avait plein de gens qui étaient déjà dans les universités, dans les départements de psychologie, qui avaient déjà fait des expériences et qui étaient vraiment prêts à expérimenter le même système sur ce qu'ils venaient de découvrir avec José Silva. C'est d'ailleurs, tu as raison, parce que tu vois, on retrouve les expériences de Georges Dessau, donc qui était le côté psychologue de la méthode. On voit que des personnes dont on a déjà parlé dans l'aspect scientifique. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, il y a certaines études que je lisais où je me dis, ok, tu lis le résultat et tu te dis, ouais, ça veut pas dire grand-chose, hormis, oui, c'est bien, ça fait du bien, oui, d'accord, mais parfois, tu peux te poser la question si ça manque pas un peu de rigueur scientifique. Et je trouve que ta pertinence est intéressante. C'était avec ce qui était possible de faire à l'époque. Et c'était quand même des personnes qui étaient reconnues. Et ça, c'est quand même chouette, parce que c'était des gars qui étaient déjà à l'université, qui étaient docteurs, etc., etc. Donc, il y avait quand même une qualité. Mais tu as raison, je pense que par rapport à aujourd'hui, les prérequis qui sont demandés pour faire des expériences, ou en tout cas des retours d'expériences scientifiques, c'est peut-être un peu plus compliqué pour éviter justement de biaiser les informations qu'on veut trouver. Et en fait, il y a beaucoup d'expériences qui s'est faites à l'époque qu'on n'aurait jamais le droit même de faire aujourd'hui. Je suis en train de discuter à quelqu'un d'autre l'autre jour sur, tu connais la fameuse expérience une fausse prison à Stanford, Zimbardo. Alors, Zimbardo, oui, mais là, on ne pourrait jamais faire aujourd'hui. Ça serait strictement interdit, c'est pas moral, éthique, etc.
Ouais, alors ça, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent l'expérience de Lucifer. L'effet Lucifer, en fait, c'est Zimbardo qui avait fait ça avec des gars, en plus des gamins de Stanford. Hein. Et ça a été le principe des prisonniers. Donc, il a pris des étudiants, qui étaient tous pareils, des étudiants. Il a mis un groupe de policiers, de ceux qui gèrent la prison, et un groupe de prisonniers. Et il s'est aperçu en peu de temps que c'est parti complètement en vrille. Il y a eu une prise de pouvoir complètement des policiers qui ont fait subir des sévices aux prisonniers, comme si c'était réellement des gens qui ont fait quelque chose. Et leur discours était déjà comme ça. Il y a eu, d'ailleurs, c'est une expérience qui est intéressante parce qu'il y a eu d'ailleurs mise en question, et tu as raison, parce que ça n'a jamais été refait, parce que scientifiquement parlant, Zimbardo, participant à la dite expérience, a biaisé l'expérience par elle-même parce qu'il ne pouvait pas être à la fois l'observateur et le créateur et s'inclure dedans. Donc, on dit souvent que c'est une expérience qui est biaisée. Néanmoins, on ne l'a jamais refaite. La manière dont aujourd'hui on refait un petit peu ce type d'expérience, et ça, je trouve que c'est intéressant, on est vraiment sur de la psychologie sociale et autres. Il y a l'expérience de Milgram, que vous connaissez certainement, qui va être les notions avec l'influence du groupe par rapport à nous. Et on avait eu il y a quelques années en France, ils se sont amusés à refaire, alors c'était pas 1000 grammes, je crois, je sais plus c'est quelle expérience, celle où ils ont fait au travers d'un jeu télévisé. Et le jeu télévisé, c'était toujours en fait pour voir si la soumission à l'autorité. Et ils l'ont fait au travers d'un jeu télévisé où le spectateur voyait un jeu où les participants officiellement envoyaient une décharge électrique quand la personne ne répondait pas correctement. Oui. Et ils l'ont fait en mode jeu télévisé avec des caméras et tout. Les gens n'étaient pas au courant, c'est-à-dire qu'ils prenaient des personnes au hasard, qui jouaient un jeu officiellement, qui officiellement envoyaient des courants électriques qui pouvaient aller jusqu'à tuer la personne en face, mais parce que c'était demandé par, non pas cette fois un médecin, mais le présentateur du jeu. Les gens ont suivi. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'on était encore plus soumis à l'autorité aujourd'hui que post-Deuxième Guerre mondiale. Encore plus. Encore plus, les statistiques ont augmenté. L'expérience qui a répété Milgram. Waouh! Parce que déjà à l'époque, c'était horrifiant. En fait, apparemment, Milgram était inspiré de faire cette expérience à cause de tous les officiers nazis qui disaient on était juste en train de suivre les ordres. Exactement. Et effectivement, dans ce jeu, ou bien dans cette expérience, les gens suivent des ordres. Et s'ils ne sont pas bien à l'aise, l'expérimentateur dit tout simplement, suis l'expérience, il est important qu'on suit l'expérience, et la plupart des gens l'ont fait. Mais c'est ce type d'expérience, justement, qui est plus cité, qui a le plus d'impact sur nos attitudes et notre compréhension d'esprit humain. Pourtant, comme tu dis, il y a beaucoup moins de ces expériences aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr. Et pour autant, aujourd'hui, il y a ce qui est chouette, c'est quand tu regardes des expériences de psychologie sociale. Donc maintenant, ils arrivent à filmer dans la rue, à montrer les gens s'ils sont en aide, en entraide, etc. La dernière fois, j'ai vu une expérience qui était sympa. Pareil, toujours, c'était soumission au groupe, pas à l'autorité. Et c'était une personne qui rentre dans une salle. Et dès qu'il y a justement une sonnerie, il y a tout le monde qui se lève et s'assoit. Et alors, et on la connaissait, hein, c'était celle de l'ascenseur à l'époque, où la personne rentrait dans l'ascenseur, tout le monde est retourné face à lui, et on voit quand il réouvre l'ascenseur, il s'est tourné du même côté que les personnes, parce qu'il fallait suivre le groupe. Et c'est une notion qui est normale, naturelle, c'est la pression sociale, etc. Mais c'en est impressionnant. Et aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que ça peut se populariser, on peut le comprendre. Néanmoins, et c'est là où quand même ça laisse à réfléchir, 1000 grammes, où tout le monde a dit oui, mais regardez, les nazis l'ont fait, c'est pas bien. 1000 grammes prouve que si c'était eux ou quelqu'un d'autre, nous, on l'aurait certainement fait. Et qu'aujourd'hui, et je crois que c'était il y a à peine 10 ans qu'ils ont fait l'expérience télévisuelle, on a des statistiques plus élevées qu'à l'époque, ce qui veut dire que même en connaissant les choses, on a quand même cette attitude de soumission à l'autorité ou de quoi, qu'importe l'expérience prouvée, qui est toujours la même. C'est-à-dire que la connaissance qui pourrait nous dire attends, là, je suis en train de faire quelque chose qui ne va pas, notre circuit cognitif, notre manière de penser, a beau le connaître, ou on a tous entendu cette expérience-là, en tout cas quand on s'y intéresse un peu, va quand même se plier à cette nature de l'humain par rapport à tel ou tel vecteur humain. Donc, c'est là où
Ça fait réfléchir, ouais. J'aimerais proposer quelque chose à tout le monde qui regarde justement cette émission, c'est-à-dire la prochaine fois que vous entrez dans un ascenseur où il y a déjà plusieurs personnes, et ils seront normalement en train d'être en face de vous, alors restez là en face de ces personnes et voyez la réaction. C'est vraiment... Moi, nous, on a appris à faire ça quand on était élèves du théâtre pour montrer effectivement comme des toutes petites choses devient tellement normal. Et si tu fais un tout petit changement, tout le monde croit que vous êtes bizarre. Mais c'est vraiment, les réactions sont très bizarres. Tout simplement, tu restes en face et si quelqu'un te regarde comme ça, tu fais sourire, mais tu es dans la mauvaise direction. Parce que normalement, on entre et on tourne tout de suite vers la porte. Mais je propose à tout le monde qui regarde ça de tester ça et tu vas voir les réactions. C'est intéressant. C'est super intéressant. Tu sais que mon frère, un moment, on avait parlé un peu de tout ça. Et puis, il va à un concert. Lui, il adore les festivals et les concerts. Et il me dit, à un moment, j'étais à un concert en extérieur. Et le chanteur dit asseyez-vous tous, asseyez-vous tous, asseyez-vous tous. Donc là, tu es à un concert, il y a plein de monde, il y a de la musique. Et la figure d'autorité, c'est le chanteur. Oui. Ça paraît anodin quand on y pense. On se dit, bah, c'est un concert, tout le monde est en train de s'amuser, etc. Et il me dit, bah, moi, je me suis amusé à ne pas m'asseoir. Donc, j'étais le seul à ne pas m'asseoir. Et il dit d'un coup, la pression de tout le groupe qui se met sur lui, parce qu'en gros, c'est mais qu'est-ce que tu fais debout, alors que le gars le dit. Et alors, je crois de mémoire, mais j'ai peut-être vu que ça fait quelques années, il me dit, mais même le chanteur a dit, mais assois-toi, toi, assois-toi. Et mon frère, il était dans sa bulle, il dit, non, non, je ne vais pas m'asseoir. Et il m'a dit, mais j'ai vécu une pression sociale et un malaise énorme, parce que tu as tout le groupe, plus la figure de référence qui dit, tu t'assois. Et on sait très bien ce que ça donne, cette espèce de regard sur toi, de jugement, de diminution. Et il m'avait dit, l'expérience était assez étonnante parce que tu te sens à quel point tu es petit par rapport au groupe, petit par rapport à la figure d'autorité, et qu'en plus, si on te pointe du doigt, parce que c'est exactement ça, hein, et ça nous permet de nous dire, imagine le nombre de gamins qu'on pointe du doigt, ou maintenant, en plus avec Internet, quand tu commences à être la cible de quelque chose et que les gens commencent à dire regardez, 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 le mal-être et la pression que tu vis, donc le stress que tu peux vivre à ce moment-là. Et j'ai trouvé que son expérience était vraiment intelligente et intéressante, même si il m'a dit j'étais pas du tout à l'aise par rapport à ça. Je voulais voir jusqu'à où ça pouvait créer de la tension dans le groupe, parce que tout le monde doit suivre, vu qu'on est tous ensemble dans une direction à écouter quelqu'un qu'on aime bien. Et au bout du compte, si tu t'opposes à une injonction proposée à quelqu'un, tu deviens l'ennemi, la personne à abattre, le gars pas normal, comme dans l'ascenseur. Et ça, je trouve que c'est effectivement des expériences, si vous pouvez le faire, faites-le, parce que c'est amusant. Et vous pouvez aussi voir, et c'est une découverte de soi, comment vous allez réagir à ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu rentres dans l'ascenseur, tu es face aux gens, et les gens ils te regardent un peu bizarrement, et voir si tu as 15 étages, est-ce que tu arrives à tenir les 15 étages, ou à un moment tu vas te retourner? Parce que c'est ça aussi la pression, c'est au bout de combien de temps je peux céder à une pression supérieure à ma propre volonté à ce moment-là. Et je trouve que c'est vraiment pertinent et intelligent. Donc là, on va vous parler un petit peu des expériences. Je vais vous redonner un petit peu le cadre que j'avais déjà partagé donc sur les groupes. Je vous invite, pour les personnes qui commencent à s'intéresser à la méthode, de passer sur le groupe Facebook. Je le mets maintenant en description, donc n'hésitez pas à passer, et si vous avez des questions et autres, c'est une bonne chose. Tiens, d'ailleurs, je crois que tout à l'heure, j'ai lu qu'il y avait une réponse par rapport à ce texte que j'ai mis hier, et tu vas peut-être pouvoir, toi, répondre, parce que moi, j'ai répondu avec mes mots à moi, mais ça peut être intéressant que toi, tu partages ta connaissance. Alors, c'est sur le texte d'introduction que je vais vous proposer là dans quelques instants. Sur quel? Celui du groupe Silva ou non Silva? C'est le nom Silva. Ok, oui, je vais aller chercher. Attends, mais je vais aller te le découvrir. Alors, ça s'appelle Découvrir la méthode Silva pour les non-diplômés, pour les personnes qui s'intéressent. Il y a eu Delphine qui a dit ça. Des termes qui me questionnent dans cet article. La deuxième forme de l'évolution humaine sur la planète. Kezako, qu'est-ce que c'est? Comment tu l'expliquerais? Parce que c'est vrai que ça, quand j'ai mis le papier, que je l'ai traduit en français, je me suis dit,
ouais, il y a des termes quand même, si tu n'es pas habitué à l'état d'esprit que pouvait avoir José à l'époque, ça peut paraître un peu bizarre. Et j'ai trouvé sa question intéressante. Comment tu l'expliquerais, toi, cette phrase-là, la deuxième forme de l'évolution humaine? Déjà, forme, c'est une mauvaise traduction. Ouais. J'essaie de penser à l'original. I think it's the second step, la deuxième marche ou la deuxième étape, ouais. quelque chose comme ça. Donc, en fait, moi, j'ai toujours adoré cela parce que ça montre à quel point José était convaincu qu'il avait une mission, il allait contribuer littéralement à l'évolution de l'humanité. Mais il explique bien que, en fait, l'humanité est arrivée probablement au maximum de développer son intellect, ou si tu préfères son côté gauche, hémisphère gauche, etc. Et pour la deuxième étape de son évolution, il doit commencer à développer ses capacités subjectives, son ESP, etc. Et c'était ça que ça voulait dire. Et José était persuadé qu'on était vraiment arrivé à ce point, on pourrait pas aller plus loin. En fait, on allait descendre si on continue à faire trop de dépendance sur nos facultés intellectuelles en ignorant toutes nos facultés, PES, intuition, etc. Yes. Donc n'hésitez pas à poser des questions comme ça. Nous, c'est cette heure-là qu'on passe ensemble. Vraiment, on est là pour répondre à vos questions, vos cheminements. Plus on peut donner de détails, plus nous, déjà, ça nous permet à chaque fois de réfléchir sur les choses et ça permet peut-être de répondre à des questions que d'autres personnes n'auront peut-être pas osé poser. Je vais vous lire l'article, je vais tenter d'aller assez vite là-dessus. Après, on passera au niveau des expériences, mais ça nous donne un petit peu l'état d'esprit. Donc, au début, José Silva était le seul dans ses recherches. Même sa femme Paula était sceptique et prudente jusqu'à ce qu'elle finisse par voir les avantages dans le travail qu'ils faisaient avec leurs enfants. Donc, on vous en a déjà parlé, hein, avec les enfants, il y a eu beaucoup d'expériences. Et je vous le rappelle parce que je pense que c'est vraiment intéressant et important, ce n'est pas parce que vous enseignez à vos enfants de belles choses, des bonnes choses et des choses intéressantes qu'ils vont forcément l'exploiter et que ça va forcément donner à long terme des personnes bonnes, justes, équilibrées et qui communiquent. Je dis ça juste comme ça, mais de façon générale, on sait que dans les familles, même quand il y a une bonne intention des parents à vouloir donner des outils, ce n'est pas pour autant que les enfants vont l'exploiter. Gardez-le en tête, hein, vous n'êtes pas dans une dictature à imposer quelque chose. Vous proposez aux enfants et les enfants, s'ils estiment que c'est utile dans leur futur, vont l'exploiter ou pas. Quelques amis à Loredo se sont intéressés à ses idées et l'ont aidé quand il leur a demandé, mais beaucoup d'autres étaient méfiants et même hostiles. Finalement, les travaux de Silva ont attiré l'attention des scientifiques, qui est devenu un ami proche et social et qui a apporté les résultats de ses recherches à l'intention d'un grand nombre de personnes. Le résultat, alors là, j'ai un doublon, ok, et il a emmené à d'autres scientifiques. Ce pionnier révéla de nombreux releva de nombreux obstacles et défis, ce qui permit à Silva de conserver de nombreux souvenirs. Bon, ok, ça on s'en fout. Là, ok. Alors voilà, c'est ça. Un scientifique jette un coup d'œil. Le premier scientifique qui est venu à la Redo pour enquêter sur les recherches que Silva faisait était Dr Hahn, H-A. H-N. Wilfred Hahn. Exactement. Hahn. Directeur du Mind Science Foundation à San Antonio, Texas. Donc, je vais tenter de vous donner les points clés pour que ce soit intéressant. A fait le premier pas qui a conduit à ce que la méthode Silva a été enseignée au public pour la première fois. Voici comment cela s'est passé. Après la visite de Hahn à Loredo, il a appelé West, le chef de département de psychologie de Wayland Batista à l'université donc de Plainview. Au Texas. Et s'est arrangé pour qu'il visite Laredo pour examiner les résultats de Silva. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, José était déjà en train d'expérimenter et d'avoir des retours par rapport à tout ça. West en a été impressionné, même s'il avait visité les laboratoires de Ryan. Donc, on en a déjà parlé, de Ryan à Duke University, qui était la personne qui bossait sur les ESP, les expériences extrasensorielles. Les pouvoirs extrasensoriels, pardon.
à 2 reprises, il a dit qu'il n'avait jamais vu autant de travaux scientifiques valables sur la perception extrasensorielle. Donc, une visite réussie. Cela a conduit une invitation de West pour Silva à venir à Plainview et à présenter une conférence aux étudiants de psycho. Donc là, c'était plutôt positif. On en a déjà parlé c'est dans les premières vidéos où on faisait la biographie de José. De fil en aiguille, en gros, West a parlé à son ami Don Fields, professeur d'art de la ville voisine d'Amarillo, qu'il devait inviter Silva pour venir parler à ses étudiants en art. Lorsque plusieurs de ses étudiants exprimaient leur intérêt pour la technique, Fields a suggéré que Silva vienne donner un cours à Amarillo. Et plus de 80 étudiants, et ça, on vous en avait parlé, c'est la fameuse première session de la méthode Silva, a été dans une école d'art et en fait a touché des personnes qui avaient une sensibilité artistique à ce moment-là, 80 étudiants. Donc voilà, après, il nous explique que ça a été traduit, blablabla, ça, c'est cool. Alors, les résultats vérifiés. Silva a continué à enseigner et le docteur Anne a continué à l'encourager, mais tout le monde ne croyait pas dans de telles recherches avant-gardistes. Les résultats venaient de Laredo, Texas, a démontré un conseil d'administration et au Mind Science que le programme Silva était valide. Il a donc, et ça c'est intéressant, on en a parlé un petit peu au travers de la newsletter, souvenez-vous, des formulaires d'enquête détaillés et complets ont été envoyés à 10 000 diplômés de la méthode Silva. Plus de 1100 d'entre eux ont pris le temps de remplir le formulaire et de les renvoyer, un pourcentage inhabituellement élevé. Donc ça déjà c'était intéressant et il faudrait que je vous le retrouve, mais je l'avais retrouvé dans la newsletter. Dans la newsletter, on voit cette demande, on en avait parlé tous les deux à l'époque. Donc une partie de l'étude, et là on est vraiment sur une étude, c'est des personnes qui ont consommé la méthode Silva, qui l'ont faite, qui l'ont pratiquée. On leur envoie un questionnaire pour savoir, en gros, c'est un questionnaire de satisfaction, mais avec un ensemble de questionnements assez précis. Ce qui est quand même assez chouette parce qu'effectivement, sur 10 000, on a 11% de retour, ce qui est assez énorme, à savoir qu'en général, quand on fait des mailings ou des envois comme ça, c'est entre 3 et 5% de retour qu'on connaît. Donc, déjà, on sent qu'il y a un état d'esprit qui était assez dans le partage pour donner des retours qui sont intéressants. Et 1100 personnes, ça fait quand même un beau panel de personnes, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des études, des statistiques qu'on va faire sont sur quelques centaines de personnes. Même si aujourd'hui, avec les applications et tout, ça change, mais on a vraiment cette notion. 1100, c'est quand même quelque chose qui était assez intéressant. Les résultats ont été spectaculaires. Non seulement les gens recevaient tous les avantages qu'ils recherchaient lorsqu'ils ont suivi le cours pour la première fois, mais ils en tiraient les bénéfices qu'ils n'avaient pas prévus. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un des points qui est beaucoup souligné dans les études. Cette notion de, en fait, les études, vous verrez, sont beaucoup basées sur les attentes qu'avaient les personnes et le retour qu'ils en ont. Et j'aime bien cette notion de se dire, voilà, moi je m'attendais à, je sais pas, il y a une étude qui est basée sur les pouvoirs psychiques, donc les PES, les ESP à un moment donné. Et est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous attendez quelque chose? Non. Est-ce que vous avez eu des retours là-dessus? Oui. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que on va au-delà de j'y crois ou j'y crois pas. Il y a j'ai ressenti ou j'ai perçu quelque chose. En tout cas, je suis intrigué. Ou en tout cas, je peux pas nier que pendant ce laps de temps, pendant ces 4 jours, il s'est passé quelque chose. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. On en avait parlé avec Lee, les personnes sceptiques qui viennent en se disant, et souvenez-vous, à la fin, potentiellement, vous pouvez demander si vous avez fait l'ensemble du système, vous pouvez demander remboursement si vous n'avez pas été satisfait. Donc, même des personnes qui sont des personnes qui viennent comme ça ou qui sont, voire même complètement sceptiques, ont eu, alors, pas tous, bien sûr, et ça, il y a même vous verrez une petite étude dessus. Il y a des gens qui viennent vraiment de façon négative ou pas ouverte et vivent quand même des expériences qui sont intéressantes. Ça, je trouve que c'est vraiment un élément qui est intelligent à avoir. C'est sûr que quand on a des attentes, on sait très bien qu'on s'auto-suggère et on est hyper ouvert à l'ensemble des choses. Maintenant, attention, parfois quand on attend trop, ce qu'on appelle des attentes excessives en hypnose, on peut être très déçu parce qu'on se dit, ouais, mais moi, je croyais que ça allait être génial et qu'en ressortant de la méthode Silva, je pourrais avoir ça. Et souvenez-vous ce que Lee vous partage, les choses se passent, mais il faut les travailler, il faut les répéter et il faut appliquer. Parce que sinon, c'est comme tout.
Vous pouvez trouver qu'une semaine de sport intensif, c'était génial. Si vous n'en faites plus pendant 6 mois, votre semaine de sport vous aura servi à rien du tout. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Donc ça, je trouve que c'est un bon état d'esprit de s'interroger sur les retours par rapport à ce qui était attendu et ce qui est vécu. Est-ce que toi, dans ton expérience d'enseignante, tu vois vraiment ce delta, cette différence qu'il peut y avoir entre celui qui vient en se disant bon, je viens juste parce que je connais, on m'a dit que pour, je sais pas, la gestion de la douleur ou le gant analgésique, c'était hyper bien. Donc, ils viennent avec une envie d'une technique où on m'a parlé du miroir de l'esprit, où on m'a parlé des 3 doigts ou n'importe quoi. Et en fait, quand tu les écoutes ou quand ils t'en reparlent, ils disent mais je ne m'attendais pas à étudier le 3-3, le 4-0-4, etc. Oui. Tu l'as souvent, cette espèce de... J'ai une attente sur quelque chose qui est en fait assez petit, juste me relâcher. Voilà, tu vois, juste apprendre à me relâcher. Et au bout du compte, ils finissent en train de se dire ouais, mais je ne pensais pas que je pouvais faire un verre d'eau, trouver ceci ou cela. Tu l'as souvent ça? Oui. Surtout le deuxième week-end, parce que c'est fait pour qu'on les amène tout doucement là-dedans pour que ça soit... Alors, bien sûr, tout le monde qui connaît des gens qui en ont déjà parlé ou tout le monde qui a lu les livres, attend ça un peu. Mais j'ai eu plein de gens qui sont venus pour gestion de stress, par exemple, et tout d'un coup se trouvent clairvoyants le dernier jour. Alors là, c'est la surprise, quoi. Ouais. Ça, c'est des jolies choses. Parce que vous verrez là dans les études, ils en parlent beaucoup. Ils parlent, bon, bien sûr, gestion du stress, ta gestion relationnelle, parce que le stress diminue. Ça reste comme un des éléments. Alors, on revient souvent sur cette notion-là. L'intention de José, c'était de permettre de développer les ESP, donc tout ce qui va être l'intuition. Mais au bout du compte, il y en a beaucoup qui viennent à la méthode, pas pour ça. Alors, surtout maintenant, on entend rarement des gens qui disent bon, moi je vais faire un stage d'intuition. Ils viennent la plupart du temps pour apprendre une espèce de relaxation, apprendre des notions pour se sentir mieux avec eux-mêmes. Et c'est vrai que rien que ça, on n'est pas du tout dans le même monde. Se dire bah moi je viens pour mieux me relaxer, pour mieux dormir, pour me sentir mieux au quotidien et ressortir à se dire tiens, mais j'ai l'impression que j'ai plus d'intuition, que j'ai plus confiance dans ce qui se passe dans ma tête, que j'ai plus de points de référence, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez génial et sympa. Parce qu'effectivement, on n'est pas forcément venu pour ça. Ceci dit, quand même, j'ai trouvé dans les derniers 15 ans, par exemple, il y a de plus en plus de gens qui viennent pour l'intuition. Et en fait, ça m'a surpris. Mais après une réunion d'instructeurs en Europe, on nous a demandé littéralement de demander aux gens pourquoi ils venaient. On nous a donné une liste de choses. Et là, j'ai ajouté ça à ma carte d'inscription. Et quelquefois, les gens faisaient pour tout. Mais en fait, j'étais vraiment très surprise. Au moins 50% des gens qui ont rempli les cases sont venus pour améliorer leur intuition. J'ai trouvé ça vraiment très surprenant parce qu'au départ, les gens étaient un peu perplexes. Ils n'attendaient pas ça. C'était une surprise. Mais apparemment, c'est devenu un peu plus connu ou bien quelque chose qui intéresse les gens beaucoup plus aujourd'hui. Le mot que tu utilises, c'est intuition à ce moment-là? Oui, c'est carrément intuition. Okay. Ouais, parce que tu vois, à l'époque, le mot qui était beaucoup utilisé, c'est justement ESP, quoi. C'est PES chez nous. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont se dire je viens pour des PES. Pouvoir extrasensoriel, alors il peut, mais je ne suis pas sûr que c'est le truc qui aujourd'hui vendrait le plus, bien que, tu me diras. Mais c'est vrai que c'est intéressant, les gens qui se disent tiens, je viens pour développer mon intuition. C'est quand même un état d'esprit qui est quand même, effectivement, je pense, assez différent de je veux juste me sentir mieux. Hein. Oui, absolument. Alors, je reprends vite. Voilà, donc, l'opinion générale, là, on reprend par rapport à l'étude, 99,6% des diplômés étaient satisfaits. Une demi-douzaine se sont plaints, ok. Pour valider l'enquête, Anne a mené une autre enquête. Dans celle-ci, il a obtenu des réponses de toutes personnes qui ont assisté à une série de conférences de base de la méthode à Albuquerque. Le résultat à Albuquerque était similaire à ceux d'autres enquêtes. Chaque personne était satisfaite. Armée de preuves de la méthode fonctionne et des diplômés rapportaient des bénéfices positifs. Il a envoyé en gros tous ces résultats pour que
José puisse rencontrer encore d'autres personnes. Donc, en fait, ce qui a été intéressant, c'est que de ces études-là, de ce retour d'expérience, c'est là où le docteur Anne a commencé à faire rencontrer plein de personnes. Le responsable de département de psychologie, le docteur Richard Mackenzie, etc., un responsable du département de psychiatrie. Et ça a continué, les personnes étaient intéressées, impressionnées par les feedbacks, etc. Et donc, de fil en aiguille, y a eu de plus en plus de rencontres pour que ça avance. Donc là, je ne vais pas vous embêter avec tout ça, mais en gros, il y a eu jusqu'à une rencontre avec une présentation avec des scientifiques où là, il y avait une quarantaine de scientifiques de tous les États-Unis qui se rencontrent à Houston, au Texas, et où il y a eu des présentations, des retours d'expérience par rapport à ce que Silva avait mis en place. Et il y a eu ça donc dans les années 60-70. Il y a eu ça également à une convention Silva où beaucoup de personnes étaient venues en 72, qui étaient également des médecins. Et là, on a tous les noms. Bon, il y a pas mal de choses. Donc, on va reprendre la première chose toute simple. Le résultat de la méthode Silva en matière d'amélioration de la santé. Et je vais vous faire attendre et vous verrez ça la semaine prochaine parce que moi, je vais mettre off et on va nous réenregistrer. Donc, la suite dans quelques instants pour nous et dans quelques jours pour vous.